tout le monde, bonjour Marco. Bonjour téléspectateurs Zay. de Matin Bonheur, vous le savez, hein, c'est votre émission et restez avec nous jusqu'à 7h30 et c'est sûr que vous allez passer une excellente journée, n'est-ce pas? Nessie, au sommaire de cette émission, on aura bien sûr tous les démembrements, tout ce qui nous fait penser au vendredi, en ce jour très important tant pour les musulmans que pour les chrétiens. Bonjour à tous, quel que soit l'endroit d'où vous nous regardez. Surtout si vous êtes de ce côté-ci de l'Afrique, il y a de magnifiques pays. La preuve, on ouvre les vannes de ce rendez-vous réalisé par Christelle Akoussa avec la très coquette ville de Kigali. Bref, le Rwanda vous dit bonjour aussi. Mais voilà le temps pour moi de ranger mon micro qui oui, donc normalement Christelle c'est moi parce que voilà on va continuer comme ça. Nessie est en train de se faire coquette pour vous. Hein. C'est ça là, c'est ce qui fait son charme. Hein. Ben, c'est normal hein, oui. quand tu veux. Surtout que c'est vendredi, c'est le week-end, tout ça. Il faut être prête parce que voilà. Alors ça a été la journée de la femme, les droits de la femme hier. Oui. Vous avez reçu beaucoup de cadeaux? Non. Pas beaucoup de cadeaux, mais c'était le moment pour moi de voir, de revoir, de revisiter le palmarès de ces femmes-là qui ont marqué l'humanité. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des femmes comme ça. Ça donne envie de se battre aussi et de marquer sa génération, Marco. Donnez-moi le nom d'une femme en Côte d'Ivoire qui vous a marqué depuis donc, que nous sommes indépendants. Une femme qui vous a marqué. Marco, vous voulez faire des jalousies. Il y en a tellement, il y en a tellement. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et celle, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, quelle femme m'a marqué, quelle femme m'a marqué, Marco. Elles sont tellement, ces femmes-là, qui ont fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Je ne saurais dire ma mère, Marco, parce que j'ai été éduquée par beaucoup de femmes. Ah, d'accord. Donc, vos mères. Donc, justement, mes mères. Mes mères et ces femmes qui me coachent au quotidien et ces femmes à travers lesquelles j'apprends beaucoup de choses et qui me permettent de me former. Voilà, toutes ces femmes-là. Merci beaucoup, Nessie. On a compris le message. Il est 6h dans quelques secondes seulement. 6h partout en Côte d'Ivoire. Je rappelle que nous allons parler culture ce vendredi. Nous allons parler du Massa. Nous aurons donc un invité qui nous vient fraîchement du Cameroun pour participer au Massa qui commence officiellement demain, mais officieusement ce soir déjà vendredi. Hein, on aura la soirée donc des musiques urbaines avec beaucoup de palpitations, de vibrations. À Abidjan, on va avoir sa physionomie changée. Et puis, la RTI vous propose une émission de lancement avec une belle causerie avec le directeur général du Massa, le professeur Yacouba Konaté. Ce sera ce soir sur RTI 1 à suivre absolument avec votre serviteur. La gym, c'est maintenant sur RTI 1 à Matin Bonheur.
Bonjour Dessy, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Si vous n'avez pas pu suivre toutes les émissions de la semaine, du lundi jusqu'à jeudi, c'est pas un problème. Aujourd'hui, on va partir avec les meilleurs exercices qu'on a eu à faire durant ces jours-là. Donc prenez juste un haltère, un tapis, et puis on va partir pour le premier exercice. Regardez, vous prenez votre haltère là, dans la main droite, on écarte les jambes, on va faire un squat, d'accord? Et lorsqu'on remonte, on pousse, on va sur la pointe des pieds, on pousse l'haltère au-dessus de la tête pour travailler en même temps les épaules. Allez, on met la main gauche au niveau de la hanche, on ouvre un peu les pieds et puis on part pour 10. Allez, 1, 2, on pousse bien le fessier vers l'arrière, courage, 3, allez chercher, 4, super, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9 et 10. Super, on change directement de main. Cette fois-ci, on va travailler l'épaule gauche. Allez, on descend. 3, 2, 1 et top, c'est parti. 1, 2, super. 3, courage. 4, 5, 6, 7, 8, 9, le dernier, et 10, super. On reste toujours sur la thématique des squats, d'accord? Et cette fois-ci, on va descendre sur la jambe gauche, là, et on part à l'opposé, les bras tendus. On va faire 10 de chaque côté. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. On descend sur la jambe gauche et on part là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gardez la sangle abdominale bien contractée, 7, 8, 9, le dernier, et 10, super. On part directement de l'autre côté, de la droite vers la gauche. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, courage. 4, 5, 6, 7, 8, 9, le dernier, et 10, super. Alors, lorsqu'on finit ce deuxième exercice, on garde toujours la terre dans la main, on s'allonge, là. Et puis avec la terre dans la main, on va faire 5 rotations de la droite vers la gauche et 5 de la gauche vers la droite. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Allez, le dernier exercice qu'on va faire maintenant, c'est du gainage. Ok. On va bien écarter les bras. On fait un grand A ou un grand V. Ok. On tend les jambes derrière. On joint les jambes et on maintient là 15 secondes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 2, 1. Ok, super. Alors, merci de nous avoir suivis. C'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez répéter ces exercices chez vous. Ça va vous faire beaucoup de bien. Moi, je vous donne rendez-vous dans 10 jours. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Coach Kadi. Allez, ciao. Merci coach Fabrice. Alors pour rester en bonne santé, il faut s'hydrater correctement et surtout pratiquer une activité physique régulièrement. Parlons de santé. Aujourd'hui, 9 mars 2018, marque la journée mondiale du rein. Donc la journée mondiale du rein est organisée à l'initiative de l'International Society of Nephrology et de l'International Federation of Kidney Foundation dans le but de sensibiliser le public aux maladies rénales.
Et puis les traitements sont peu nombreux à l'évolution de la maladie. Et l'évolution de la maladie nécessite fréquemment le recours à la dialyse ou à la transplantation. La Journée mondiale du rein a récemment révisé ses règles d'or sur la prévention et l'hygiène de vie. La règle d'or numéro 5 met en exergue l'importance d'une hydratation saine et le besoin de maintenir des apports en eau de façon suffisante. On a une pensée pour toutes ces organisations-là qui font beaucoup de façon bénévole pour vraiment soulager tant soit peu toutes ces personnes-là qui souffrent des affres des maladies rénales. Effectivement, et Marco, cette fois-ci, pour garder la santé, il faut bien manger aussi. Et oui, surtout le matin. Très bien manger, c'est très important, n'est-ce pas? Le petit-déj. Et nous allons commencer avec cette belle image avec du café. Imaginez qu'on vous donne ça le matin, on vous envoie ça au lit le matin. Ça, c'est du chocolat. Le jour de la journée internationale des droits de la femme. Je pensais qu'aujourd'hui, c'était la journée internationale des droits de l'homme. Non? C'est bien, c'est bien. Merci de nous envoyer ces images-là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir de partager ces moments-là avec nous. Deuxième image. Une autre omelette. Avec des œufs, café, saucisson, tout ça, saucisson, cornichons, du chocolat chaud, surtout dans cette pluie-là, parce que je rappelle qu'il pleut en ce moment à Abidjan, ça fait du bien. Ouh là là. On espère que le temps va rester clément jusqu'en fin de journée. Mais il a plu hier et après il a fait très chaud. Donc cette pluie-là annonce peut-être une grande chaleur comme il est de mise ces derniers temps sur nos principales poches climatiques. Et puis, quand on parle de nourriture le matin en Côte d'Ivoire, on a bien sûr le mythique, le traditionnel attiéké poisson. Marco, c'est la base. C'est la base, ça. Un bon Ivoirien, entre guillemets, doit avoir ça quelque part dans un coin de son congélateur, une boule d'attiéké, du poisson, tout ça. Et ça fait du bien, ça requinque. J'imagine les Ivoiriens qui sont à l'extérieur, quand ils voient ça, on est passé par là, nous tous, ça fait mal. Quand on arrive à Abidjan, on se rattrape. Justement, mesdames et messieurs, parlons d'attiéké poisson. Vous savez que c'est une industrie, c'est très prisé. Et on a une pensée pour toutes ces femmes-là qui travaillent dans la spirale de l'attiéké et du poisson. Zoom sur Sabine Kotiko, c'est une femme battante. Elle est commerçante, vendeuse d'attiéké. Sa petite activité qu'elle a commencée timidement est devenue aujourd'hui, mesdames et messieurs, une véritable PME. Allons-y, s'il vous plaît, à la découverte d'une femme qui bouge. Des femmes à la tâche dans une unité artisanale de production d'attiéké au grand marché d'Abobo. La patronne des lieux, c'est cette dame. Elle est l'exemple même du courage et de la persévérance en entrepreneuriat. Quand j'ai commencé, pour moi, je cherchais quelque chose de 300 bénéfices au moins par jour. Donc c'est ainsi que je suis venu, puis j'ai pris manioc pour 300 comme ça. Et je suis venu au marché, j'ai envoyé mes choses. Quand j'ai fait, sur les 500, là, il y a eu 300. Ça dit, bon, que ça c'est bien. 300 chaque jour, un mois là, ça me fait 9 000, que c'est déjà bon. C'est ici, à cette place, qu'elle a commencé son commerce d'attiéké. Venue chercher un bénéfice de 300 francs CFA par jour, le petit commerce pour subvenir aux besoins de sa famille a grandi. Sabine Kotiko emploie aujourd'hui plus de 120 personnes. Au bout de 3 ans, bon, j'ai vu que je suis arrivé à au moins 50 à 60 personnes qui travaillent avec moi. Et jusqu'à 5 ans, 7 ans que je suis dedans, je suis arrivé à 120 personnes qu'on travaille ensemble. Grâce à elle, ces braves femmes arrivent à prendre soin de leurs familles respectives. En fonction de leurs tâches et de leur rendement, elles gagnent entre 1 500 francs et 7 000 francs CFA par jour. Assez, selon elles, pour assurer les besoins du foyer. Moi, je peux gagner souvent 4 000, souvent 3 500, souvent 5 000. Mais les samedis, je peux gagner même 6 000. J'ai 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Grâce à ça, je puis m'en sortir, je paye ma maison. Les enfants mangent à leur faim, elles partent à l'école sans problème. Grâce à ce métier, qu'on m'appelle dans ma famille, je réponds. Grâce à ce métier, quand il y a une dépense, je suis prêt à répondre à cela. Je ne tourne pas à gauche, je ne tourne pas à droite. Quand elle parle de leur patronne, elle ne tarisse pas d'éloges à son endroit. Elle a un bon cœur. Je la connais à ce temps, mais elle n'est pas encore mariée. En tout cas, elle a un bon cœur. Elle a un bon cœur. Elle aime l'homme. Quand il y a un problème, malgré on vend, mais si on a un problème, ça lui voit, elle ne nous laisse pas. C'est une femme qui veut que toutes les femmes se battent pour avoir leur pain quotidien. C'est une femme qu'il faut toujours bénir. C'est un véritable travail à la chaîne ici. Les tâches étant bien réparties, chacune s'affaire à donner le meilleur d'elle pour être mieux payée.
Et à l'heure des comptes, ce sont ces deux jeunes qui font office de superviseurs qui sont chargés de faire le point de la journée. Mon travail consiste à surveiller les femmes qui travaillent, par exemple compter les sacs. Bon, concernant ceux qui serrent, je vois si le type de manioc, si le manioc est bon, on sait, ou bien si ce n'est pas bon, c'est à moi de dire non, il ne faut pas serrer ou bien il faut serrer. Et ceux qui attachent boule là, bon, si le boule est petit, je leur demande d'augmenter, ou bien si c'est gros, je leur demande de diminuer un peu. Bon, on compte le nombre de sacs. Par exemple, les petits sacs là, 7 fait demi. Demi là, ça fait 500. Donc 14 là, ça fait un sac, ça fait 1000 francs. Bon, ça dépend du nombre de sacs que tu as fait, et puis tu penses au même. Ce sont plus de 20 sacs de 50 kg d'attiéké chacun pour un chiffre d'affaires de plus de 400 000 francs CFA qui sont commercialisés par jour dans cette unité de production d'attiéké. Sabine n'a que le niveau de la classe de CM1, mais elle arrive à tenir sa comptabilité. Sa clientèle, essentiellement basée à Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur du pays, son vœu aujourd'hui est d'exporter dans la sous-région et même en Europe et aux États-Unis. Chez ces partenaires-là, ça veut dire que ceux qui vont faire des commandes de pâtes, d'attiéké là, ou soit de l'attiéké même, bon, chez tes partenaires, on n'a pas encore eu. Moi, ce que j'aimerais, s'il y a quelqu'un qui va nous aider pour que nous puissions vraiment devenir plus grands. J'aimerais qu'on construise le lieu où nous travaillons, on construise ça pour nous bien, pour que nous puissions travailler proprement. Avec pour ambition de devenir un modèle de réussite, Sabine Kotiko s'essaie également depuis quelque temps au commerce de pagne, de prêt-à-porter et d'articles divers. Le magasin qu'elle vient d'ouvrir, non loin de son unité de production d'attiéké, est aussi une réussite. Les clients ne manquent pas et pour elle, tout ceci n'est que la grâce de Dieu. Son leitmotiv, c'est l'adage selon lequel partir de rien pour atteindre des sommets, c'est possible. Et c'est cet exemple de persévérance et de réussite qu'elle entend partager avec les jeunes filles de la Côte d'Ivoire. Waouh, magnifique. Et beaucoup de courage à toutes les Sabine Kotiko qui se battent au quotidien pour faire bouger l'économie. Ces femmes qu'on ne connaît pas, comme je disais hier, qui ne passent pas à la télévision, qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas Internet, qui ne font pas de clash sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Des femmes, vraiment, on n'en parle pas. J'ai l'impression qu'il faut le dire aussi, à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, j'ai l'impression qu'au niveau de la presse, de la télévision, la radio, tout ça. Il faut qu'on se renouvelle aussi dans certains modèles qu'on montre. C'est toujours les mêmes personnes qu'on montre. Justement, quand on parle de femmes, il y a toujours un groupe de femmes, c'est elles qui reviennent de façon récurrente. Il y a d'autres femmes qu'on ne connaît pas, qui abattent un travail magnifique sans publicité. Il faut aller les chercher. Et ce sont ces femmes-là qui vont nous servir de modèle pour nos filles, pour nos enfants. Elles sont nombreuses. Et Marco, je ne vous dis pas, j'ai rencontré une jeune dame qui est étudiante, mais elle vend des galettes. Elle se sert de l'argent de son activité pour financer ses études. Ce genre de femmes, on doit les mettre en avant. Et elles sont nombreuses comme ça. Ces jeunes filles qui ne s'adonnent pas à la facilité, à la prostitution, qui se battent pour elles-mêmes se créer une vie agréable. Moi, j'ai une dame, par exemple, qui, dans les hôpitaux, va égayer les femmes, par exemple, qui ont eu des problèmes après l'accouchement. Elle va les égayer. Là, quand vous la voyez, c'est magnifique, quoi. Elle va les distraire, faire en sorte que ces femmes-là puissent sourire. Et puis, vraiment, elle passe on la connaît dans le milieu hospitalier. Elle est avec un groupe de personnes. Les enfants, par exemple, qui doivent aller en opération, il y a des petites choses là pour les distraire, pour les faire en sorte des jeux. Et ce sont des personnes qu'on ne connaît pas. Vous les dépassez dans la rue. Et pourtant, ces personnes abattent un travail colossal. Un peu de café ce matin? Effectivement, ici on allait en Afghanistan prendre le café. Kagoul. Et en plus, ici, on a les meilleurs cafés. C'est vrai qu'au fait... Oui, c'est vrai. C'est vrai, en plus. Meilleur café. Bon café de Côte d'Ivoire. Vous êtes plus café ou thé? Thé. Vous êtes thé? Oui. Moi, je suis thé fait. Thé fait. Thé fait.
thé, café, je suis polyvalent. Allez, ça a été le tournage. Hier, j'ai vu quelqu'un avec qui vous avez tourné, qui m'a donné par hasard, comme ça, le thème des prochains tournages. Il dit, si vous mangez bien. Ouais. Le chef Arthur, on le salue, on le salue. C'est avec lui que vous avez tourné avec lui. Ah, vous étiez avec le chef Arthur. Voilà, donc je suis passé derrière, après ce que vous avez fait avec lui en émission. Moi, je suis allé aussi pour voir ma part. Qu'est-ce que vous croyez? Et vous avez dégusté, c'est Ah oui, la mythique soupe. Et j'ai été invité par madame la rédactrice en chef à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. C'est elle qui m'a invité. Mais vraiment, là, c'était très élégant de sa part. Et qui a payé l'addition? Oui, c'est bien sûr les femmes. Puisque vous dites que vous êtes maintenant... Bien sûr. En fait, maintenant, c'est 50-50. J'en étais persuadée. Moitié-moitié. Madame Kadi Fadiga, c'est une femme capable. Alors là, très capable. La suite de cette émission, mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes à la dernière de la semaine. La Côte d'Ivoire s'apprête à vivre un moment très important de son histoire culturelle avec le début demain du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Et oui, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant. Nous serons avec un des invités. Ils sont en train de venir. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, donc grouille de monde et de mouvements. Notre pays donc sera vraiment visité. On aura beaucoup de spectacles ce soir donc sur RTI1. Interview exclusive de monsieur le directeur général de ce Massa, monsieur le professeur Yacouba Konaté, qui reviendra donc sur les principales déclinaisons de ce Massa qui fête, vous le savez, 25 ans d'existence et qui en est à sa 10e édition. Et aujourd'hui, ce sera la fête de la femme du côté du Massa. Toutes les femmes. Belle soirée, hein? Oui, elles seront célébrées. Toutes les générations. On aura l'ancienne génération avec Monique Seka, la génération intermédiaire et la nouvelle génération. Donc toutes les femmes sont invitées à se rendre au Palais de la Culture, nombreuses, pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. C'était hier, elles n'ont pas toutes eu le temps de la célébrer. Donc aujourd'hui, le Massa Festival leur donne l'occasion, l'opportunité de célébrer la femme. Ce sera avec Nessie et... Priscilla Dégameuse. Et Priscilla la Dégameuse. Au maquillage, tout à l'heure, vous m'aviez donné une exclusivité. Il y a une nouvelle chanteuse qui chante bien. Eh bien oui. Et Doxy Yao. Et Doxy Yao. Le son est bon, vous avez écouté? Bah oui. Ah bon? Agréablement. Ah, oui. ok. On va la recevoir ici, pourquoi pas? Ou avec la permission de qui de droit. Allez, astuce et conseil, ça fait partie également des passages donc, de tout ce qui rythme la chanson matinale sur RT1. Astuce et conseil, on y va. Traces de doigts, vos verres de lunettes sont sales en permanence. Nous avons une astuce qui permettra à vos lunettes de rester impeccables plus longtemps. Pour le faire, nous aurons besoin d'une petite quantité de liquide vaisselle et de vinaigre blanc. Regardez. Mouillez vos verres de lunettes sous le robinet. Mettez une goutte de produit vaisselle sur votre pouce et index. Étalez le produit vaisselle des deux côtés du verre de lunettes avec vos doigts. Frottez doucement. Et rincez abondamment à l'eau claire. Prenez une bouteille ou un petit flacon pulvérisateur. Mélangez à part égale de l'eau et du vinaigre blanc. Pulvérisez ce mélange pour effectuer un dernier rinçage. Essuyez avec un papier absorbant ou un chiffon microfibre très propre. Résultat, regardez vous-même la différence. Vos lunettes sont maintenant impeccables. Voilà, astuces et conseils pour mieux voir, pour nettoyer vos lunettes si vous avez bien sûr des verres pharmaceutiques ou pas. Marco, aujourd'hui, on va découvrir un peuple. L'un des peuples les plus glamour, les plus magnifiques du monde. Les Agnis, oui, les Agnis. On va parler des Agnis. Avec M. Kofi Angama Jean-Baptiste. Ça faisait bizarre depuis de parler de région, d'ethnie, et de ne pas parler de ce peuple, vraiment, le vaillant peuple Agnis, fier, digne. On en parlera tout à l'heure. Préparez-vous, Marco, quand on recevra les baoulés ici. Oui, notre baoulé, ce sera en fin de
saison. Parce que, voilà. Les amis, ce sera tout à l'heure, aux alentours de... Dans 2 minutes. On attend donc sur ce plateau notre invité au maquillage. Il s'appelle Kofi Ngama Jean-Baptiste. N'oubliez pas, mesdames, ce week-end à Abidjan, il y aura beaucoup de manifestations. Beaucoup, surtout avec le Massa. C'est une semaine de manifestations. Et on espère que vous allez envoyer les enfants au Massa, les faire sortir, parce qu'il y a des contes, il y a de la mode, il y a de la musique, il y a vraiment de tout et ça fait plaisir. C'est un véritable marché. On retrouve absolument tous les accessoires pour les femmes, les tenues traditionnelles pour les hommes, surtout les acheteurs. N'hésitez surtout pas à faire un tour du côté du Massa et à prendre part aux différentes activités du Massa Festival. Cette année, on a beaucoup de choses à voir. Les femmes seront célébrées, la musique urbaine, le reggae, le rap, tout ce qui rythme le monde culturel sera célébré au Massa. Et on a demandé au directeur général du Massa, le professeur Yacouba Konaté, vraiment comment il a dit que c'était pas évident. C'était pas évident organiser une manifestation d'une telle envergure. Il y avait beaucoup de stress. Il nous a livré donc une interview assez vraie, assez réelle. Vraiment, on a vu un homme dévoué. C'est pas évident, c'est pas facile d'organiser donc ce genre de manifestation. Et c'est une chance. C'est une chance pour la Côte d'Ivoire parce que peut-être que nous ici on peut ne pas le sentir, mais des personnes à travers le monde sont très heureuses donc de venir donc en Côte d'Ivoire pour participer à cet important rendez-vous culturel. On aura près de 250 manifestations, c'est-à-dire au Palais de la Culture, partout. Ce sera décentralisé avec une forte présence, bien sûr, du ministère de la Culture et de la Francophonie. Voilà, on a toutes les organisations internationales aussi qui apportent un appui à cette manifestation. Et puis la RTI donc, qui va diffuser de façon officielle cet événement. Abidjan donc lance vraiment la saison culturelle avec le Massa. Après, on aura le FEMUA. On aura beaucoup d'autres manifestations comme ça. Voilà. Et effectivement, et Marco, vous l'avez dit, il y aura la RTI. Et en plus de la RTI, Marco, il y aura d'autres presses. Il y aura d'autres télés internationales. Et pour mieux comprendre la portée du Massa, allez un peu sur YouTube, voir le reportage que font les autres médias. Vous verrez à quel point cet événement-là est important pour notre pays et ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à déplacer-vous nombreux à le regarder, ces différents spectacles que vous offre le Massa. Bonjour. Voilà, et puis c'est l'occasion de regarder un spectacle de qualité. L'année passée, j'ai été bluffé par il y a un artiste égyptien qui, dans son tournant, c'est-à-dire pendant toute la manifestation, pendant toute sa prestation, il fait des tours et il y a des couleurs qui viennent. Oh là là là, c'était magnifique et nous, on a été vraiment bluffés. Tout à l'heure, dans quelques instants, on va revenir au journal, mais avant, on va échanger quelques mots quand même avant d'aller au journal avec M. Kofi Ngama Jean-Baptiste qui est sur ce plateau. Je devrais dire professeur. Professeur Kofi Ngama Jean-Baptiste. Les amis sont de grands intellectuels. La preuve. Alors, avec vous, nous allons parler de ce vaillant peuple ami. Merci de m'inviter encore une fois sur ce plateau pour parler justement des Agnis, des us et coutumes. Et c'est avec beaucoup de délectation que j'aimerais qu'on échange là-dessus. Alors, les Agnis viennent du grand groupe Akan. Ils viennent également du Ghana. C'est ça. C'est ça? Ils viennent du Ghana, oui. Selon l'histoire, les Agnis viennent du Ghana. C'est un sous-groupe du royaume du Denkira, que vous connaissez sûrement, qui était dirigé par Nana Bodou Akafou. Nana Bodou Akafou Prempang. Voilà, c'était lui le chef et c'était le suzerain tout puissant de l'époque. Et les vassaux devraient chaque fois faire parvenir au roi une quantité de lingots d'or. Et il en demandait chaque fois un peu plus. De sorte qu'un jour, il y a un des chefs, puisque lui il était le roi, donc il y avait le chef, et un des chefs, donc Nana Ano Assouma, qui s'est dit, mais écoutez, ça suffit comme ça. Donc ça a été une forme de rébellion, et cette rébellion a conduit une partie du peuple de Denkira vers l'ouest, vers le sud-ouest. Et ça a été donc une guerre sanglante, parce qu'il ne fallait pas les laisser partir d'aussi facilement. Et Nana Ano Assouma, avec tous les sous-groupes qui le soutenaient, a pu vaincre, a pu gagner
a pu battre l'armée du roi. Et quand il a pu battre l'armée du roi, elle a dit donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons prendre notre indépendance. Nous avons grandi, nous avons mûri. Et à Agni, nous avons mûri. Donc nous pouvons prendre désormais notre destinée en main. Et à Agni, nous avons grandi, nous avons mûri. C'est pas Baoulé. Le Baoulé, on en parlera plus tard, c'est la même chose, mais c'est autre chose. Bon, actuellement, ce sont les Agni, là. Voilà, les Agni. Donc, Agni, nous avons grandi, c'est-à-dire nous avons mûri, nous prenons à partir de maintenant notre destinée en main. Nous ne pouvons plus être les vassaux du roi du Denkira. Et c'est comme ça qu'ils sont venus s'installer à Agnon et de là découle toute l'histoire. Justement, de là découle toute l'histoire de la célèbre fierté des Agni. Oui, ça part de là. Ça part de là. L'Agni est un peu pacifique aujourd'hui, mais les gens oublient souvent que l'Agni a obtenu, on ne lui a pas accordé l'indépendance dont il bénéficie aujourd'hui. Il s'est battu pour avoir son indépendance. C'est une indépendance acquise. Ça n'a pas été donné, ça n'a pas été offert. Donc c'est pour cela que l'Agni n'aime pas de son indépendance. Fier, oui. Fier dans le sens positif du terme. Oui, absolument. Fier de son indépendance. Avec F majuscule. Ne veut pas dépendre de quelqu'un, mais est toujours prêt à aider tout de même. D'accord. Et là, vous êtes installé où on retrouve les Agni? Les Agni, effectivement, les Agni nous constituent un grand groupe en Côte d'Ivoire que vous retrouvez au sud avec les Sanwi. Vous en retrouvez au centre avec les Morofo. Vous en retrouvez à l'est avec les Indéniés et les Diablins. Ce sont des royaumes. Et ensuite, vous en retrouvez même au nord-est avec, à l'est avec les Diablins, les Indéniés. Ensuite, un peu plus au nord, les Bona. Et après, vous trouvez les... Zando? Non, les Zando sont plus au centre. Plus au centre, un peu plus au centre. Mais vous trouvez les Bini Barbo dans la région de Bondoukou, de Sandégué et Passidatepourou. Oui, ils font frontière avec les Zando, justement. On va revenir à vous tout à l'heure, monsieur Kofi Ngama Jean-Baptiste. Je rappelle que vous êtes là dans notre rubrique Zoom sur les régions. Aujourd'hui, nous parlons des Agni. À vos blocs-notes tout à l'heure. On reviendra donc à la discussion, mais avant, on va basculer dans la sphère purement information avec Maïsako. Mais avant, on a quelques infos, la météo, et on se retrouve juste après, mesdames et messieurs. Du 27 avril au 1er mai 2018, Abidjan devient le hub du tourisme africain avec la 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan. Thème, les nouvelles technologies au service du tourisme. Le CITA, c'est plus de 50 000 visiteurs, une vingtaine de pays attendus et de nombreuses rencontres professionnelles. Agences de voyage, compagnies aériennes, office du tourisme, hôtels, tour opérateurs, investisseurs, venez présenter vos offres au monde entier. Inscription www.cita2018.ci 2025 16 02. Un événement Côte d'Ivoire Tourisme. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Les régions forestières, l'ouest et le littoral connaîtront une matinée nuageuse avec des possibilités de pluie, notamment dans la région forestière. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 25 degrés dans les villes d'Abidjan, Adiaké, Bondoukou, il fera 25 degrés à Boaké, 24 degrés sur la ville de Daloa, Dimbokro marquera 25 degrés à Gagnoa, Korogo, 24 degrés, le mercure affichera 22 à Mont, Odiéné, 24 degrés, San Pedro, 24 degrés, Sassandra marquera également 24 degrés, Tabou fera 23 degrés, il fera 25 degrés sur le district de Yamoussoukro. L'après-midi, la région du nord-ouest recevra des intrusions de vent sec. Le reste du nord sera partiellement nuageux. Sur les régions forestières, on pourra observer des formations de cellules orageuses suivies de pluie et cette situation pourrait affecter les régions de la bande centrale et le littoral, surtout la région du littoral ouest.
Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan comme à Diaké, 34 degrés sur la ville de Bondoukou, 34 à Boaké. Daloa marquera 33 degrés, il fera 35 degrés à Dimbokro. Gagnoa, 32 degrés, 34 degrés à Korogo, 33 degrés sur la ville de Mont. Le mercure affichera 34 à Odiéné, San Pedro marquera 32 degrés, il fera 31 degrés sur la ville de Sassandra, Tabou 30 degrés et Yamoussoukro 33 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Boaké, fait le point de l'attaque des populations contre la brigade de gendarmerie de Mbayakro. Attaque qui a causé plusieurs dégâts à la suite de l'assassinat le 5 mars dernier de Glaou Chanceline, une élève de 14 ans. On fait le point avec nos confrères de RTI Boaké. Suite à l'assassinat de Glaou Hermone Chanceline, élève au lycée moderne de Mbayakro, une enquête est ouverte par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Boaké. Au lendemain du crime, des individus, parmi lesquels se trouvaient des élèves, ont détruit la brigade de gendarmerie de la localité. Des actes d'incivisme. 3 gendarmes blessés. La brigade de gendarmerie entièrement incendiée. 8 motos brûlées. 2 véhicules saccagés. Au dire du procureur, ces dégâts sont des infractions punies par la loi. Ces infractions sont prévues par les articles 27, 29, 30, 345 alinéa 3, 348, 423, 425 et 430 du Code pénal et sont passibles de peines de 1 à 20 ans d'emprisonnement et de 20 000 à 2 millions de francs CFA d'amende. 13 personnes ont été interpellées au moment des faits. Elles seront déférées devant les juridictions compétentes dans les meilleurs délais et subiront la rigueur de la loi. Pour l'heure, les investigateurs en fuite sont activement recherchés. Le procureur réitère sa détermination à traquer et à traduire devant les tribunaux toute personne qui s'attaquera dorénavant à un symbole de l'État. La journée internationale de la femme a été célébrée ce 8 mars en Côte d'Ivoire. Ce sont les jardins du Golf Hotel qui ont accueilli les festivités. Thème retenu, inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural. La première dame Dominique Ouattara a invité à la facilitation de l'inclusion financière de la gente féminine en milieu rural. Les femmes rurales sont de plus en plus les gérantes de leur ménage. Pourtant, elles ne reçoivent que peu de soutien, mal informées de leurs possibilités en matière d'accès aux services financiers. À l'occasion de cette célébration de la femme, l'administration du Trésor s'est rendue à Débrimou, non loin de Tabou, pour promouvoir auprès des ménages l'inclusion financière des femmes. Objectif, augmenter le niveau de mobilisation de l'épargne nationale. Lancine Bakayoko. Florence, revendeuse de poissons au petit marché de Débrimou, village de la sous-préfecture de Dabou. Elle n'a jamais disposé d'un compte bancaire. Florence n'en voit d'ailleurs pas la nécessité. Je n'ai pas de compte parce que je n'ai pas assez de fonds pour travailler avec. Comme Florence, beaucoup de femmes de la localité avouent leurs difficultés à accéder aux services financiers. Aujourd'hui, la bataille est d'inverser cette tendance. Il s'agit donc de faire jouer à la femme un rôle
de plus en plus important dans toutes les branches d'activité, notamment les secteurs agricoles et commerciaux. Cette politique envers les ménages répond à la volonté des pouvoirs publics de bâtir une société où la femme, en l'occurrence la femme rurale, sera dans les meilleures dispositions pour prendre toute sa part dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Si vous vendez votre ATK, que vous avez une bénéfice 1500 francs, vous pouvez déposer 1000 francs, vous pouvez déposer 500 francs. Nous, on prend tout. Lorsque vous épargnez, vous pouvez avoir accès au crédit. Ça veut dire que vous pouvez bénéficier de crédit. J'ai travaillé, je vais épargner dans une institution. Chaque mois, je dépose 10 000. Au bout d'un certain temps, j'ai une épargne. Épargner, sécuriser les revenus, promouvoir la bancarisation. Des messages bien reçus par les femmes du Léboutou. C'est pourquoi on se prend en charge. Parce qu'on souffre. Les femmes souffrent beaucoup. Selon des sondages récents, seulement 7% des femmes rurales disposent d'un compte bancaire, contre 28% pour les hommes. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, a sacrifié à la tradition en célébrant la journée internationale de la femme. Pour la première fois, les femmes de l'INSAC et du lycée d'enseignement artistique se sont donné les mains pour valoriser la femme au sein de l'établissement culturel. Cette célébration a surtout été l'occasion pour la directrice du lycée d'enseignement artistique, conférencière du jour sur le thème « Femmes aujourd'hui », de mettre un accent particulier sur la formation des jeunes filles pour leur autonomisation et leur indépendance. Allons à présent à la découverte des femmes productrices de karité. Celles de Chigata à Korogo sont regroupées en association. Pour elles, produire du beurre de karité est un moyen de lutte contre la pauvreté et d'assurer leur autonomisation. Mais de nombreuses difficultés empêchent ces femmes de tirer le meilleur bénéfice de leur activité, comme nous l'explique Eugène Atoubé dans ce dossier que je vous invite à suivre. Ces jours de marché à Korogo. Entre un tintamarre de véhicules, engins à 2 roues, tricycles et va-et-vient des populations, nous arrivons au secteur réservé à la vente de beurre de karité, conduit par notre guide. La vente de beurre de karité, une activité lucrative. 850 francs CFA le prix du kilogramme. Le beurre de karité sert à beaucoup de choses. On peut se masser avec, c'est très bon. Il y a des personnes qui ont des rhumes qui peuvent utiliser le beurre de karité pour les mettre dans les narines. Mais le beurre de karité aussi sert de pommade. Et ça marche beaucoup pendant les moments de la matin. Sur le marché du karité, on trouve tous ceux qui, directement ou indirectement, tirent bénéfice de l'activité de vente de beurre de karité. Depuis le vendeur de carton pour emballage, jusqu'au conducteur de tricycle qui transporte le produit des lieux de fabrication jusqu'au marché. Les vendeuses, chose frappante, sont d'un certain âge. Elles arrivent de toutes les contrées des régions du Poro, Kyologo et Bagoué en ce jour de marché, où les attendent les grossistes avec qui elles sont en partenariat. Ça marche bien, ça marche. Elle a mis son enfant à l'école, mais elle n'a pas encore construit. S'il n'y a pas assez de dépenses, dans 3 ans, elle peut construire. Nous, on est là, si tu viens, tu dis tu veux beurre de qualité, on va derrière eux, on achète, on cherche pour venir te donner. La fabrication du beurre de karité dans cette partie septentrionale de la Côte d'Ivoire est une tradition. Pour s'en convaincre, direction Korogo, précisément Natio Koubadara. Dans presque toutes les habitations, il existe une fabrique de beurre de karité. La production est encore artisanale, contraignante même, et nécessite de gros efforts physiques. Le processus en lui-même est long et fastidieux. La noix de karité transformée en beurre obéit encore à Korogo aux méthodes traditionnelles dans un contexte de pénibilité du travail. C'est un travail qui est vraiment dur. Si tu te lèves tôt, si vous n'êtes pas nombreux, tu vas taper et puis préparer encore. D'ici le soir, tu vas finir de travailler. On veut une chose de facilité qui veut nous arranger pour faire plus vite. Le beurre là, quand on le fait avec des machines, il faut presser, ceci, cela. Ce n'est pas la même qualité d'huile qui sort. C'est ce qui fait qu'elles tiennent à rester au côté traditionnel. À la clé, une production faible. Mais les femmes de Korogo fédèrent leurs énergies dans différentes associations regroupant les fabricantes de beurre de karité, à l'exemple de Chigata, à Natio Koubadara.
Chigata est un regroupement de 135 femmes qui, individuellement, savent produire le beurre de karité. Toutes partagent la même conviction. Le karité, moyen d'autonomisation de la femme, est facteur de réduction de la pauvreté. Chigata produit chaque jour 1 tonne de beurre de karité conditionné sur place pour la commercialisation. Le malaxaï, là, ça nous fatigue. Si tu t'accroupis, tu peux faire 2 heures de temps avant que la couleur se change. Nous, on voulait faire appel à l'État de nous voir si on pouvait avoir des machines pour remplacer le malaxaï. Il faudrait qu'on mette en place une bonne politique pour pouvoir aider ces braves dames à valoriser notre beurre. Si on peut aller de-delà même de la sous-région, ça sera très très intéressant pour le pays. Des freins et des obstacles encore à lever. Malgré le soutien aux femmes de Chigata, des partenaires au développement comme la FAO, le PNUD et ONU Femmes. C'est d'abord l'outil de production qui n'est pas en cohérence avec l'ambition et le rêve des femmes de Chigata. Ensuite, la coopérative elle-même, mal structurée et dont l'organisation ne laisse entrevoir aucune vision. Enfin, l'absence d'une stratégie de commercialisation. Toute chose qui retarde la labellisation du karité produit à Korogo, pourtant de qualité. On vend sur le grand marché de Korogo. Il y a les Burkinabés qui viennent acheter avec nous. Les Maliens, on produit beaucoup, mais on ne peut pas vendre ça à l'extérieur. Donc si nous sommes certifiés, on peut vendre notre beurre à l'extérieur. Il y a la coopérative de Nacho Kobadara, il y a la coopérative de Petit Paris, il y a la coopérative de Tchekelezo, et ensuite on a la coopérative Loro Karité Côte d'Ivoire. On fait en sorte qu'on puisse évoluer en plateforme, parler le même langage. Sinon c'est compliqué. Le karité, une spéculation importante dans la région de Korogo que l'on tient dans les milieux traditionnels pour nourriture des génies. En cela que l'on ne trouvera nulle part un champ de karité. Pour autant, le secteur du karité, depuis le ramassage des noix en brousse jusqu'à la transformation en beurre, est un créneau porteur. Reste maintenant à relever le défi de la transformation qui passe nécessairement par la modernisation de l'outil de production. Hors de nos frontières au Mali, des présumés terroristes armés ont attaqué et incendié hier le chantier de construction d'un barrage au centre du pays, près de la ville de Djenné, dans la région de Mopti. À Djibouti, les résultats définitifs des législatives du 23 février ont été officiellement proclamés hier par le Conseil constitutionnel. Le pouvoir l'emporte largement avec 88% des voix. L'UMP aura 57 sièges de députés sur 65 et reste ultra dominant à l'Assemblée. La coalition UDJ-PDD obtient quant à elle 7 députés et le CDU un seul. La participation s'élève à 67%. Ainsi s'achève ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maï, bonne journée à vous. Merci. On vous retrouve lundi, c'est cela? Peut-être. Très bon week-end. On verra bien. Merci, à vous aussi. Merci. Alors, il est toujours sur notre plateau. Monsieur Kofi Ngaman-Jean, avec vous, on parlait du peuple Agni. C'est ça, oui. Donc, on revient. C'est vrai qu'on a parlé du peuple Agni qui se retrouve au sud de la Côte d'Ivoire. On en a au centre, à l'est, au nord-est. Mais il y a également des Agni au Ghana. Ah oui, bien sûr, il y a des Agni au Ghana. Je vous ai dit que l'arrivée des Agni ici, à l'ouest du Ghana, parce que à l'ouest du Ghana, donc à l'est de la Côte d'Ivoire, cette arrivée s'est faite par plusieurs étapes. C'était une fuite en avant, à la fois pour éviter la guerre avec le suzerain de Denkira, mais en même temps aussi, il progressait en faisant de la recherche d'or. Il y a eu donc plusieurs Agni, ce qui fait que les Agni qui sont en Côte d'Ivoire ont encore des racines très profondes du côté ouest. On a pris le cas par exemple de Kofi Badoukro. Le cas de Kofi Badoukro où il y a une pierre, j'ai dit une borne au milieu du village. Et quand vous arrivez là, comme elle le disait tout à l'heure, là il y a Kofi Badoukro. Et Kofi Badoukrom. Kofi Badoukrom dans le même village. La chambre du chef du village est au Ghana et son salon en Côte d'Ivoire. Donc le terme Ghana, Côte d'Ivoire, ce sont des termes occidentaux. Mais la réalité parentale fait que nous avons des Agni de part et d'autre. Des Agni de part et d'autre. Et alors, comment s'organise la société Agni
au quotidien? La société Agni est stratifiée, organisée comment? Est-ce qu'il y a un chef, il y a un roi, comment ça se passe? C'est une société extrêmement hiérarchisée. Et cette hiérarchie s'acquiert par lignée. L'Agni est un peuple monarchique, profondément monarchique. À la limite, je dirais qu'il n'y a presque pas de démocratie. Oui. On est ce que l'on est et ce que l'on devient. On est N-A-I-T, ce que l'on est, N-A-S-T, et ce que l'on devient. C'est-à-dire que, à moins que par générosité du suzerain, on vous anoblisse, vous ne pouvez pas changer de statut social en pays Agni. C'est pour cela que le roi est toujours issu de la lignée royale. Cette lignée royale est généralement une lignée des premiers rois qui ont installé les peuples Agni dans la zone donnée. Et cela passe par la femme, parce que vous êtes un peuple très matriarcal. Oui, l'Agni, tout est basé sur le système matrilinéaire. Que ce soit l'installation du roi, que ce soit l'héritage, que ce soit l'installation des chefs de village, c'est toujours le système matrilinéaire. Vous héritez, c'est le neveu qui hérite de l'oncle, mais pas n'importe quel neveu. C'est d'abord le neveu, le fils de la sœur la plus âgée. Même si le neveu est plus jeune, c'est le fils de la sœur âgée. Mais l'héritage ne se fait pas, ne s'octroie pas. Là aussi, quand l'on sait que vous devrez hériter de votre oncle, dès le bas âge, vous êtes avec cet oncle pour une période initiatique. Voilà. Vous l'accompagnez au champ, vous apprenez tout avec lui, de sorte que ça découle de soi. On sait déjà que vous devrez y être. Mais si à la mort de l'oncle, le conseil familial constate que de par vos agissements, vous êtes ivrogne, paresseux, fainéant, manque de dignité, alors l'héritage ne revient pas à votre petit frère, revient au fils aîné de la deuxième sœur. Oui, c'est comme ça. Ça veut dire que quand vous devrez hériter, vous devez faire attention, vous les héritez pour tous vos frères. Donc vous devez faire attention à ne pas à faire en sorte que vos frères ne ratent pas cet héritage-là. Donc l'héritage peut revenir, mais tout ceci se décide par la femme. Donc on fait très très attention au mariage. Ah oui, avec au qui mariage, la femme va se marier. le comportement. Oui, le mariage, si on va peut-être en revenir, mais un pays Agni originel, s'entend. On ne se marie pas au hasard. Il y a des observations qui sont faites et l'attention est attirée sur le comportement de la femme. Le comportement est étudié, analysé et la vie des tantes, des sœurs compte pour dire cette femme-là, elle te convient pour telle raison. Mais l'éthique morale est l'élément fondamental dans le mariage en pays Agni. Ça, c'est très clair. Parce que chez l'Agni, la femme, c'est très précieux. Donc, il faudrait quelqu'un qui a un comportement qui reflète l'image du mari. Donc, la grande-tante, si elle doit se marier, elle doit venir présenter son prétendant à la maison afin qu'il soit validé. Oui, c'est plus l'inverse. Les conditions sont plus posées au niveau de la femme. On n'insiste pas on ne tient pas compte de la valeur de l'homme, mais on tient compte à ce que votre femme ait toutes les vertus, qu'elle incarne toutes les vertus exigées par la communauté. Mais en fait, par rapport au trône. Ah oui, non, par rapport au trône, oui. Son fils doit hériter. Ah oui, bien sûr. Le mari. Et le mari aussi. Bon, le mari, vous savez, comme on sait que de toutes les façons, l'enfant qui va hériter ne sera que l'enfant de la tante ou de la sœur. Bon, on met plus l'accent sur la tante ou la sœur. Bon, le mari peut être un roturier, c'est possible. Il peut être un roturier, il peut ne pas être de sang noble, mais s'il a un comportement, je ne vais pas dire irréprochable, mais un comportement qui fasse qu'il mérite d'épouser une femme de sang bleu, cela s'analyse sérieusement au sein de la famille d'abord. Peu importe d'où il vient, qu'il soit peu importe. Maintenant, oui, mais à son temps, ce n'était pas possible. C'était pas possible. Puisque nous y sommes, on va parler vraiment du mariage, concrètement. En pays Agni, il s'articule autour de quoi? Vous avez déjà parlé des valeurs de probité, de dignité, tout ça. Mais je veux dire, à part ça, il y a d'autres choses qui font la beauté, la particularité du mariage en pays Agni. Ah non, le mariage en pays Agni est un événement
très important. Absolument. Puisque je vous ai dit qu'à partir du mariage découlera la progéniture qui assumera les futures responsabilités au niveau familial. C'est ça. Par conséquent, le mariage même est un événement. D'abord, ça a plusieurs étapes. Il y a ce qu'on appelle le kokoko, qui est en fait une onomatopée. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une onomatopée pour dire qu'on frappe pour quelqu'un qui rentre. Bon, quand il rentre, on l'observe, on voit qui il est, etc. C'est quoi le but du kokoko, les objectifs L'objectif, c'est pour annoncer que... si vous cherchez votre fille... non, avant de chercher votre fille... Elle est chez moi. C'est annoncer que vous pouvez... Je voulais avoir l'autorisation de venir vous saluer. De venir saluer votre fille. Et puis, bien sûr, quand elle vient saluer... Si vous me voyez, ne me chassez pas. Voilà, ne me chassez pas. Et souvent, entre le kokoko et le mariage, il y avait... Parce qu'aujourd'hui, en ville, c'est plus compliqué. Il y avait des étapes qui n'étaient pas solennelles, mais qui étaient fleuries. Lesquelles? C'est-à-dire, par exemple, une fois que je viens faire le kokoko, ça suppose que des soirs, celle pour laquelle je suis venu faire le kokoko peut me concocter un plat qu'elle dépose dans une petite bassine bien fleurie, et puis couverte d'une bonne serviette. Elle charge à la petite sœur qui dépose ça chez moi à la maison. Ça, c'est aux environs de 17h, comme toujours. Et ça, le plat est là. Et maintenant, à 20h, il faut qu'elle aille chercher les assiettes. Mais là, elle revient le lendemain. Ah oui, là, ce n'est plus la petite sœur qui va chercher les assiettes. Pas du tout. C'est celle pour qui on a fait le kokoko qui va aller chercher les assiettes. Mais c'est pas officiellement mais c'est ce que j'ai dit. Demande. Elle est allée chercher les assiettes. C'est justement, elle allait simplement chercher les assiettes. Le kokoko a été fait. Donc, il y a une relation qui est intime. C'est juste pour aller chercher les assiettes. C'est juste pour aller chercher les assiettes, mais comme le chemin est long, donc elle va chercher les assiettes vers 20h, 21h, et puis elle revient très tôt, vers 5h du matin. Elle marche à pas cadencé pour arriver. Il y a ces étapes-là, et puis ensuite, maintenant, on arrive... à un moment, quand on constate que vraiment... elle va trop chercher les assiettes. Ouais, la mayonnaise a pris, alors on passe à l'étape réelle. On a de jolies images, on a de jolies images. Du mariage. Ça, c'est à quel... Ça, c'est des gens de réjouissance qu'on a comme ça. Voilà. Mais le mariage lui-même est une période de réjouissance, parce qu'en Agni, ce n'est pas deux individus qui se marient. Ce n'est même pas deux familles, c'est deux communautés qui se marient. Tout le monde est concerné par le mariage. Et il y a quelques symboles dans le mariage. Par exemple, chez les Agni, la dot n'a pas trop de sens. C'est plutôt, il y a le symbolisme. Par exemple, le sel, qui donne une saveur à la vie, que le mari doit apporter et qui est distribué à tous les parents, même quelquefois à tout le village, pour montrer le goût de ce mariage. Il y a par exemple la machette. Oui, la machette. Il y a quelqu'un qui est le symbole. Qui est d'actualité. Oui, qui est le symbole de l'ardeur au travail. Vu que vous êtes à même, comme je vous ai dit, l'Agni est positivement fier. Donc vous êtes à même de vous occuper de votre femme. Et comme on ne peut s'occuper de sa femme que lorsqu'on est bon travailleur, alors vous déposez une machette qui revient à un des cousins de la femme qui est le parrain. Qui est le parrain. De qui? Du mariage ou de l'enfant à venir? Non, du mari. Il est le parrain, c'est-à-dire que le mari peut s'adresser à lui, mais parce que dans l'autre sens aussi, la famille du mari trouve une marraine, une femme expérimentée, à l'épouse, qui devient une confidente. Il y a des informations qui viennent au compte-gouttes. Grâce à ma réalisatrice, il y a de bonnes infos. En plus du kita, en plus du... Qu'est-ce que vous avez dit? Le sel, du sel, la machette. Il y a le kita. Il y a les pagnes. Il y a le baya, tout ça aussi. Oui. Il y a tout un ensemble. Mais dites tout, pourquoi vous ne dites pas ça? Je parle des symboles. Je parle de symboles. Maintenant, ces symboles, donnez les noms directement. Il y a les pains qu'on doit donner à la mariée, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pains qu'on peut donner. Il y a même des sous-vêtements, il y a les tongs pour le papa, tout ça. Il y a une limite. Mais maintenant, si vous voulez prouver que vous aimez votre femme, on vous dit, bon, vous devrez donner 3 complets de pain. Mais vous pouvez en donner 10. Pour montrer non seulement que vous aimez votre femme, mais encore que vous êtes capable. Et puis les Agni capables, par exemple, donnent au-delà de la bouteille, la fameuse bouteille qu'on donne, les Agni, généralement, quand ils donnent, c'est du champagne, du grand cru. Non, le champagne, non. Ça, non, je dis ça pour vous. C'était Marco, lors de cette dot. Ça dénaturalise. Aujourd'hui, on va même jusqu'aux bouteilles de whisky, mais non. Le mariage en pays Agni se fait uniquement avec les bouteilles de gin.
c'est une longue colonisation hollandaise. Oui, original nous avons gin. hérité, mais c'est avec le gin. D'ailleurs, en Agni, toutes les cérémonies, c'est le gin. Oui. C'est aujourd'hui qu'on va avec du whisky, du champagne, du vin. Non. Le vrai Agni doit toujours avoir une bouteille de gin. L'original, c'est le gin. Recevoir. Vous pouvez acheter ce que vous voulez après, mais il faut absolument passer par le gin. De toute façon, en pays Agni, quel que soit l'événement, heureux, malheureux ou quoi, au tribunal coutumier, ça commence, ça finit par le gin. Donc le mariage, le gin, il y a la libation à la fin du mariage, appel aux ancêtres pour que le mariage soit béni, etc. etc., etc. Donc voilà un peu comment ça se passe. Mais l'événement est très, très, très solennel. C'est toute... Quelquefois, c'est dans un village, tout le village est informé qu'il y a un mariage, tout le monde vient. Ensuite, c'est suivi de festivités, de danse, de repas, etc. De repas. Parlons de repas. Et vous ne mangez que de l'igname, les Agni. Non. Vous attendez à ce tournoi. Qu'est-ce qu'on mange en pays Agni? En pays Agni, à part l'igname. Non. À part l'igname. Mais si je vous interdis. À part l'igname. Là, c'est plus l'animateur qui parle. Là, ce n'est plus l'animateur qui parle, c'est l'Agni. Non, les Agni ne mangent pas seulement que l'igname. Vous fêtez même l'igname. Non, nous fêtons l'igname pour une raison historique, parce que c'est une liane qui a été consommée par... je vous ai dit que nous sommes venus par plusieurs étapes. Il y a eu des étapes où il y a eu la faim, et il y a eu, par exemple, les Abrons qui sont nos alliés, et qui ont commencé par manger cette tubercule qu'on a vue et qui n'en sont pas morts. Qui vous a fasciné. Donc, non, qui nous a sauvés parce qu'on ne savait pas ce qu'il fallait manger dans la fuite. Donc on a mangé l'igname, on s'est aperçu que ça ne pouvait pas... Et en reconnaissance, donc on fait la fête des ignames après les Abrons, justement. Mais je veux dire que l'igname n'est pas forcément le repas fondamental. D'abord, ça dépend de la région, de la zone géographique. Mais le repas général... Officiel. C'est la banane non mûre. Le foutou de la banane non mûre... Sans mélange, pas de manioc, c'est la banane non mûre avec la sauce aubergine. Ça, c'est le repas de l'Agni. Maintenant, il y a des adjuvants, il y a quelques modifications. Quand il y a une fête, par exemple, il faut s'attendre à une sorte de pistache avec de la viande de dindon. Et quoi comme protéine, la viande de dindon? La viande de dindon. Le poisson, non? Nous, les Agnis du Sud, oui, mais les Agnis du Centre et du Nord, le poisson ne rentre pas totalement dans notre consommation. Maintenant, oui, mais à l'époque, non, puisque c'était plutôt le gibier. Puisque nous sommes en zone forestière, c'était plutôt le gibier. Mais le repas, c'est la banane non mûre qui vient directement du champ, c'est-à-dire du bio à 100%, avec de l'aubergine bio. Maintenant, il peut y avoir quelques variations de sauce. Il y a une sauce, par exemple, qu'on appelle le macou flolo, vous connaissez? Le macou flolo. Voilà. Donc, il y a ça. Ça sera le repas. Maintenant, il y a en période de disette, l'Agni peut manger du taro, parce qu'il y a les périodes où on ne trouve pas de banane, où il n'y a presque pas d'igname non plus, alors on mange du taro. Mais l'igname, chez l'Agni, ce n'est pas... L'Agni a une alimentation variée, quand même, oui, équilibrée, très équilibrée. Le foutou même, là, je dis toujours aux gens que pour l'Agni normal, le foutou, ce n'est même pas un repas. C'est l'expression d'une culture. Et on dit toujours qu'un foutou raté vaut mieux qu'un riz réussi. Oui, c'est très important. Donc, en période de disette, plutôt que de manger du riz, l'Agni préfère manger du taro. Et il y a quelques... L'igname ne finit jamais totalement dans les granges. Il y a toujours quelques... Il y a les variétés d'igname. Les ignames et le quoi, tout ça, ça peut finir, mais il reste ce que vous appelez aujourd'hui le bodo, ce qu'on appelle le bête-bête. On peut en avoir. Professeur, il nous reste une seule minute. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Et ça passe tellement vite. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce vaillant peuple? Je rappelle que la première école en Côte d'Ivoire, c'est un pays Agni. Oui. C'est un pays Agni. Donc, bon, juste pour donner l'information à Nessie. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Non, ce qu'on peut retenir, c'est que l'Agni, d'abord, est un peuple extrêmement travailleur. Ça, c'est très important. Chez l'Agni, la dignité et la parole donnée, ce sont les choses avec lesquelles on ne badine pas. Dans nos villages, aujourd'hui, un lundi, quand vous trouvez un jeune homme au village, vous lui demandez qu'est-ce qu'il y a. Tu as un problème, tu es malade? Parce qu'on ne peut pas concevoir que lundi matin, il n'y a pas de funérailles, il n'y a rien, vous soyez au village. C'est impossible. C'est d'ailleurs ce qui a une influence sur le repas. L'Agni n'a qu'un seul repas par jour. C'est le foutou et le soir. Parce que le matin, tout le monde est supposé être au champ. L'Agni est un peuple travailleur, l'Agni est un peuple... Positivement fier. Positivement fier, un peuple digne, un peuple pour lequel la parole donnée est la chose qui fait l'homme. Quand vous dites quelque chose,
vous devez le réaliser. Vous ne pouvez pas le réaliser, vous justifiez. Et c'est un peuple hiérarchisé, où on ne prend pas la parole n'importe comment, où on ne danse pas n'importe comment, où on n'agit pas n'importe comment. Tout est codifié. Tout est codifié. Quand vous êtes dans la cour du roi, pour parler, vous devez vous déchausser, par exemple. Vous devrez descendre votre paille sur votre épaule gauche. Gauche, je précise. On ne s'habille pas n'importe comment aussi. Non, non plus. Donc, nous avions beaucoup de choses. J'ai dit, par exemple, même au niveau culturel, on n'est pas arrivé sur la fête des Ignames, on n'a pas le temps, malheureusement. Je vous aurais démontré que nous avions notre semaine sainte. Hein. On n'a pas attendu qui que ce soit. Il y avait du lundi jusqu'au vendredi, c'était la semaine sainte. Anakissi, Anagera, Anamala, Ougoué. Et puis, c'est dommage. Et puis malheureusement, professeur, et puis on n'oublie pas aussi que pour la journée, nous au pays Agni, il y a longtemps qu'on célèbre les femmes parce que la plupart du temps, ce sont des hommes qui pilent. Hein. Oui, bon, dans des les jeunes hommes. La banane non mûre. Les jeunes hommes. Galanterie. Ça, c'est une situation initiatique. Hein. C'est pour apprendre à faire pas mal de choses et puis voir un peu la douleur de votre maman quand elle vous apporte à manger. Vous devrez le manger parce qu'elle en a souffert. Oh, on aurait tellement voulu vous avoir jusqu'à 7h30. Oui, le temps ne nous permet pas d'aller dans les détails, mais enfin. Hélas, mille fois hélas. Mais merci à vous, professeur Kofi Angama Jean-Baptiste. Avec vous, nous parlions de ce peuple positivement fier, l'un des peuples les plus vraiment cool et fiers. N'est-ce pas, Nessie? Oui, pas plus que les Baoulés. Enfin, bref, on parle des amis, les Baoulés. Enfin, bref, la suite de Matin Bonheur avec, bien sûr, la thématique. On va parler aujourd'hui du Massa. Notre invité est déjà là. Il se prénomme Tony Massé. Il nous vient du Cameroun, à l'instar de toutes ces délégations qui vont affluer aux abords de la lagune Ébrié pour parler Massa. Allez, on se retrouve après le jingle et on va en parler. On y va. Pourquoi participer au Massa? Après 9 éditions du Massa, le marché des arts et du spectacle africain revient pour la 10e avec une nouvelle dénomination, à savoir le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Du 10 au 17 mars, le Massa 2018 sera l'occasion de célébrer 25 ans de programme de développement culturel des arts africains. Musique, contes, théâtre, danse, humour, mode et art de la rue vont meubler toute cette semaine culturelle. Un événement bien ancré dans les esprits. Le Massa, c'est le marché des arts et du spectacle africain qui se déroule chaque année en Côte d'Ivoire. Le Massa, c'est l'un des marchés de la Côte d'Ivoire. Mais j'aime le Massa parce que ça cultive beaucoup. Je suis moi-même un artiste contemporain. J'ai déjà participé à 3 éditions du Massa. Et ça m'a permis de rencontrer encore d'autres artistes comme moi. Et ce qui est bon, c'est que ça m'a permis aussi d'avoir des contrats dans d'autres pays. Comme son nom l'indique, le marché des arts du spectacle africain qui réunit chaque année tous les acteurs qui existent dans le cinéma et qui également font de l'art. La première édition du Massa a commencé en 1993. Depuis, le Massa a fait son petit bonhomme de chemin. Et pour cette 10e édition, changement de taille. Fini la gratuité. L'entrée est maintenant payante. Il faudra débourser 5 000 francs CFA pour voir les différents spectacles. Le Massa, l'entrée est payante. Oui, c'est bon. Parce que on ne peut pas faire un truc simple sans être payant. Parce que, vous savez, c'est main dans main que nous faisons pour obtenir quelque chose dans la ville et dans le pays. Moi, j'attends la période pour, comme chaque année, aller avec mes enfants pour leur apprendre la culture de mon pays. Pour un spectacle d'envergure, je pense que c'est normal que ce soit payant. Pour moi, le Massa, c'est pas bon que ça soit payant. C'est un truc, c'est une chose qu'on a fait gratuit pour que tout le monde puisse y participer. Quel modèle économique pour les arts des scènes? Thème de cette édition 2018. Ce sera l'occasion de se pencher sur les conditions de vie et de survie des artistes. En un quart de siècle, le marché des arts du spectacle a connu des avancées. Le Massa est aujourd'hui un rendez-vous mondial, la mobilisation est de mise. Cette année, 51 pays venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique sont présents avec 65 artistes et groupes retenus et repartis entre 7 disciplines.
et toute cette mobilisation internationale pour perpétuer et développer les arts vivants africains. Oui, il est installé, vous le constatez. Hein. On va parler avec lui du Massa, du marché des arts, du spectacle d'Abidjan. Voilà, donc avant c'était africain, aujourd'hui c'est Abidjan. La dénomination a changé. Avec lui, on parle de pourquoi participer au Massa. Bonjour. Bonjour. Tony Méfé. Elle a dit tout, hein, sauf le nom. Monsieur Tony Méfé. Elle m'a laissé le soin. Tony Méfé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc membre du comité artistique international du Massa. Et vous êtes là pour nous parler d'un super projet. C'est l'escale bantou. C'est la scène itinérante des voix de la forêt, c'est-à-dire tout ce qui constitue l'âme bantou. J'aimerais annoncer aux Ivoiriens que cet après-midi arrive à Abidjan pour le Massa la grande Kadjanine, qu'on apprécie beaucoup ici en Côte d'Ivoire. Mais elle ne sera pas la seule. Ouais. Alors, parlez-nous un peu de l'escale bantou, c'est quoi? Donc, l'escale bantou, ça rejoint exactement le thème pourquoi venir sur le Massa. Le Massa est un formidable espace d'échange et de rencontre auquel tous les artistes qui aspirent à une scène internationale, c'est l'espace où il faut être en Afrique aujourd'hui. Il faut venir sur le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Et nous, nous venons d'une région d'Afrique centrale où il n'y a pas des manifestations de cette envergure. Donc, j'ai proposé au directeur général du Massa de venir avec une caravane de groupes du Tchad, du Gabon, du Congo, de la République démocratique du Congo, pour que nous ayons un espace pour donner un tout petit peu de visibilité à ces jeunes qui aspirent à la scène internationale, qui malheureusement sont dans une région où il ne se passe pas grand-chose. Et les escales bantou, c'est 3 programmes pour exporter la musique d'Afrique centrale. Quels sont ces 3 programmes? Oui, ça c'est un programme de l'association que je dirige au Cameroun qui s'appelle Sendeben. Donc on a mis en place une série de programmes qui répond un peu à des besoins que les jeunes ont, un besoin de structuration. En général, les jeunes groupes, ça a du talent, ça a de la créativité, mais il faut tout l'encadrement administratif qui leur permette de se développer et encore plus exigeant de se développer à l'international. Donc nous avons ce qu'on appelle un programme femmes. En réalité, c'est un projet qui est entièrement dédié aux chanteuses à la base. C'est un programme qui est dédié à la femme, à l'émergence des jeunes chanteuses d'Afrique centrale. Et à côté, depuis l'année dernière, nous faisons un salon international des voix de femmes, où d'ailleurs on a invité le directeur du Massa parce que c'est aussi lors de cette rencontre qu'est né le projet Escale Bantou, où c'est une scène qui est dédiée aux jeunes chanteuses de la sous-région. On leur donne l'opportunité de se produire devant des directeurs de festivals que nous invitons, qui viennent de différents coins de... Ça n'a pas l'envergure du Massa, bien entendu. C'est un tout petit marché, mais c'est un marché de proximité qui favorise des échanges. Et c'est un peu ce marché que nous avons déporté sur l'escale bantou au Massa, qui, elle, l'escale bantou, c'est la scène itinérante, qui nous permet de profiter de ce que des grands événements qui se déroulent sur le continent pour voyager avec nos jeunes artistes. Vu d'Abidjan, parfois on a l'impression que le Massa est négligé, il n'y a pas d'engouement, mais quand vous en parlez comme ça, ça fait comprendre aux gens l'importance, la chance qu'on a d'avoir le Massa à Abidjan. Vous savez, nul n'est prophète chez soi. Mais vous savez, le Massa, je vous dis, nous sommes une délégation d'à peu près 150 personnes. Il y a des gens qui viennent du Mali, du Burkina, qui vont venir d'Afrique du Sud à leurs frais pour venir sur le marché des arts du spectacle africain qui est... d'Abidjan maintenant. D'Abidjan, oui. Je vais prendre du temps, je suis un peu vieux maintenant. On a passé 25 ans à l'appeler marché des arts du spectacle africain, donc le temps de muter, ça va nous prendre 5 mois. Donc le truc, c'est ce qui fait l'essence du Massa, c'est cette connexion avec les diffuseurs, les acheteurs, tout ça. Vous avez un espace où vous avez plus de 300 journalistes qui vont venir, 500 directeurs de festivals, des programmateurs, des tourneurs de spectacles. C'est là qu'il faut être. C'est le place to be, hein, c'est là. Oui, le Massa, c'est le lieu où il faut être aujourd'hui. Et quel bilan faites-vous de vos différentes participations depuis que vous avez commencé à participer au Massa? Ma première participation au Massa, c'était en 1999. Je suis venu sur le off avec un jeune groupe. 3 ans de tournée à l'international. On a fait les plus grands festivals de jazz parce que c'était un groupe de jazz. On a été partout au Canada. Il y a 2 ans, nous sommes venus avec 2 groupes camerounais. Il y en a un, Love and Life, au sortir d'ici 6 mois de tournée dans le Maghreb et en Europe. Wow. Ça, c'est le Massa, quoi. On a commencé un projet avec un autre jeune groupe, Armand Biac. Aujourd'hui, c'est
la sensation au Cameroun, quoi. 15 dates aux États-Unis pour cette saison. Il va en résidence de création après ici. Il va en résidence de création à Paris, à la Cité des Arts de Paris, pour 3 mois de résidence pour préparer son spectacle pour sa grosse tournée internationale aux États-Unis. Tout ça a commencé sur le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Les jeunes qui nous regardent, par exemple, les artistes, est-ce qu'on peut leur expliquer c'est quoi être en résidence? Juste être en résidence, c'est par exemple. Vous avez la possibilité d'avoir un temps pour vous consacrer entièrement à une création. Vous êtes en immersion, totalement. Complètement. Et ça, c'est génial parce que vous savez les conditions dans lesquelles les jeunes artistes africains travaillent. Là, vous avez une bourse de 5 000 €, un billet d'avion, un logement, des studios pour pouvoir travailler. C'est des chances absolument rares, quoi. C'est des programmes qui sont très courus. Et quand vous accompagnez des jeunes artistes et qu'ils ont la possibilité de l'obtenir, vous faites le maximum pour qu'au bout de ça, il y ait quelque chose de très fort qui en sorte. Et vous avez déjà collaboré avec des artistes ivoiriens? Pas beaucoup, honnêtement, pas beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites du partage alors? Partage des cultures. Non, il faut se dire qu'il y a eu une petite rupture dans notre programme. On a vécu une mauvaise expérience avec le premier groupe de jazz avec lequel on travaillait. Ivoirien? Un groupe ivoirien? Non, j'ai rencontré des groupes ivoiriens en tournée il y a longtemps, mais pendant 12 ans, on ne travaillait pas dans la musique, on travaillait dans le théâtre. Parce que notre projet, il intègre la musique et le théâtre. Et pendant 12 ans, on n'était que dans le théâtre. Et il y a 2 ans que nous avons relancé notre programme musique. Et nous avons aussi relancé parce qu'on savait que le marché des arts du spectacle d'Abidjan est en train de revenir. C'est ce qui nous a remotivés à relancer notre programme musique. Alors, il y a une présentation magnifique avec des noms remplis de promesses. Ça va commencer le dimanche 11 mars, le 11 mars jusqu'au 15. Oui, et il y aura par exemple Geneviève Matibey du Tchad. On peut en parler Geneviève, c'est des jeunes artistes qui rentrent dans le programme. Je vous ai dit tout à l'heure pendant que j'ai un passeport camerounais, mais je suis un citoyen. Un citoyen du monde, world citizen. Voilà, et mon territoire de travail, celui que je connais le mieux, c'est l'Afrique centrale, parce que je sillonne beaucoup notre sous-région. Et c'est des jeunes artistes que j'ai rencontrés un jour pendant que j'étais en Djamena, parce que je fais aussi de la formation sur le développement de carrière. Vous êtes un scout. Vous êtes un scout, vous détectez les pépites. Voilà, c'est un peu notre rôle, quoi. Je veux dire, on a la chance, nos parcours nous ont donné la possibilité d'avoir certaines facilités, quoi. Et je veux dire que ça ne peut se justifier que parce que nous accompagnons le développement des jeunes groupes. Donc c'est un peu notre rôle. Les vedettes, elles n'ont pas besoin de nous parce qu'elles ont une surexposition médiatique qui facilite un peu les choses. Mais vous savez, tous les artistes qui font dans les musiques de fusion, dans le live, c'est très très compliqué pour eux. Donc si on a la possibilité de pousser, on fait le maximum pour que ça avance. Ce n'est pas toujours évident, mais on essaye de se battre pour que... C'est pour ça que pour nous, c'est une formidable rencontre avec Kadjanine, qui est la marraine de notre projet, qui est venue spontanément. Elle a entendu parler du projet. Qu'est-ce qu'elle devient, Kadjanine? Les Ivoiriens l'aiment beaucoup, elle l'aime toujours avec son célébrissime Wale Watou. On l'a aperçu une année à Monaco, elle fait beaucoup la navette. Mais elle était en Côte d'Ivoire. Elle était en Côte d'Ivoire. Oui, on m'a dit qu'elle passe beaucoup de temps. Il n'y a pas longtemps. Je vous dis, honnêtement, je n'ai jamais rencontré Kadjanine. Elle a entendu parler de notre projet, elle a adoré, et un matin, elle prend le téléphone, elle m'appelle, la classe, Kadjanine. Je suis resté là, waouh. J'espère qu'elle viendra avec vous sur ce plateau. Oui, elle arrive cet après-midi, invitée par le gouvernement ivoirien, parce que nous, on n'a pas les moyens d'inviter Kadjanine. Alors, je cite pêle-mêle comme ça: Adango du Cameroun, Sonia Emi du Nigeria, Béatrice Bosson de Côte d'Ivoire, Love and Life du Cameroun, Jocelyn Balou du RDC, Ali Beta du Sénégal, et puis Vébi, Afro Soul. C'est quoi le dénominateur commun de toutes ces... C'est la profondeur des textes, de l'inspiration, c'est le côté un peu... L'exigence. Voilà, l'exigence, la qualité de la proposition artistique qui doit pouvoir être comprise par des publics différents, quoi. Très, très bien. Voilà, parce que vous savez, en Afrique, on chante en français, on est sûr qu'il y a un public francophone, mais si tu arrives en Angola, la musique, c'est pas que le texte. La musique, c'est l'émotion.
Vous devez produire quelque chose qui va produire de l'émission, que ce soit pour un francophone, pour un portugais, et c'est ce type de musique qu'on cherche, parce qu'on cherche des artistes qui sont capables d'aller vendre notre culture francophone partout dans le monde, mais par l'émotion. Est-ce que ça vous arrive de prendre les gens sur place pendant vos prestations, des gens qui vous approchent, qui veulent intégrer vos troupes? Est-ce que ça vous arrive de les prendre pour les former? Beaucoup, ça arrive tous les jours. La plupart de ces gamins, il y a un an, je ne les connaissais pas. Je connaissais, il n'y a personne là, il y a un an, je ne les connaissais pas. Donc, ce sont des rencontres spontanées. C'est des gens qui font des propositions, vous vous dites, waouh, ça mérite qu'on accompagne. Et on ne travaille pas sur la nationalité, je vais vous dire. On ne travaille pas sur la nationalité, on travaille sur le talent et la créativité. C'est ça qui est important. C'est après qu'on vérifie, ouais, tu es de quelle nationalité, mais à la base, on n'en a rien à foutre, quoi. Enfin, excusez du peu. Alors, donc, ce qui est important également, c'est de prendre conscience très tôt de ses potentialités et surtout ne pas baisser les bras, parce qu'il y a des artistes qui commencent bien, qui ont de très bonnes dispositions et puis après qui se découragent vite parce que le paysage audiovisuel médiatique est fermé, tout ça. Mais c'est un message aussi pour leur dire de croire en ce qu'ils font, ne jamais désespérer. J'en parle souvent sur les ateliers que j'anime. Un bel exemple qui est magnifique, c'est Césaria Evora. 55 ans dans le ghetto le plus noir. Et après, paf, c'est parti, quoi. Quand elle mourait, elle roulait en jet privé. 55 ans dans les ghettos pourris. Et puis un jour, il y a la rencontre qui lui permet de faire la carrière de ses rêves. 55 ans après, ça suppose qu'il faut toujours croire, quoi. Et vos déplacements, comment ça se passe? Vous avez un fonds à votre disposition, vous financez vous-même vos déplacements? Non, là, ça a été la super galère, quoi. Ce qu'on a fait, c'est que depuis 2 ans, j'explore ce que nous appelons les financements alternatifs dans le milieu. Il n'y a pas que l'État pour accompagner les projets, il n'y a pas que les sponsors. Aujourd'hui, même en Europe, il y a ce qu'on appelle du crowdfunding. Tout le monde va chercher l'argent chez monsieur tout le monde. Et nous, très vite, on a compris, nous travaillons dans un environnement qui est difficile. On ne va pas passer le temps à râler. Ouais, le temps aurait dû, le temps aurait dû. Si tu attends le temps aurait dû, tu ne bouges pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé des concerts de collecte de fonds à N'Djamena, à Kinshasa, à Douala, à Yaoundé. C'est ça qui nous a permis de générer l'argent qui nous permet. Là, j'ai 150 artistes, des jeunes managers, des jeunes directeurs de festivals. Parce que l'idée, ce n'est pas simplement de venir ici avec des artistes, c'est de venir avec des jeunes qui travaillent dans le spectacle, mais qui pensent que ça s'arrête à la frontière du pays, quoi. Qu'ils viennent voir c'est quoi l'environnement professionnel. Donc j'ai beaucoup encouragé des jeunes directeurs de festivals, des projets que j'aime, que j'accompagne, à venir sur le Massa, discuter avec des gens, rencontrer avec des gens, se créer des connexions qui permettent, au-delà de l'ouverture d'esprit, de rencontrer d'autres personnes avec lesquelles ils vont échanger, de rencontrer de nouveaux artistes qui pourront faire venir pour faire des passerelles. Si vous remarquez tout à l'heure, il y a des artistes nigérians, il y a des artistes ivoiriens, il y a des artistes sénégalais. Camerounais. Voilà, on ne pouvait pas venir sur le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan qu'avec et venir faire un petit village bantou. On veut des passerelles avec les autres. Il faut qu'il y ait des échanges, il faut que ça bouge, quoi. C'est ça. On s'enrichit des autres. Oui, on s'enrichit des autres. Et vous serez où spécifiquement? Nous serons au Sénac de Trècheville. C'est le lieu que le Massa a mis à notre disposition. C'est là qu'il y aura le petit village bantou. On y sera à partir de 22h30 tous les soirs pour 3 showcases et après pour... Vous savez, les Camerounais, c'est comme les Ivoiriens, quoi. Ah oui. Ça aime la fête. En tout cas, ça, donc, on vous connaît pour ça. Bah oui, nous, si on touche chez vous. Donc, à partir de minuit, c'est scène ouverte où on va jouer tous les grands classiques de la musique africaine pour l'ambiance. Là, on n'est pas dans une situation de marché, on est vraiment dans un truc où... Allez, venez vous amuser, on va chanter de la rumba, on va chanter les vieux succès de la nourriture bantou, tout ça. Voilà, on va bouffer du ndolé, on va bouffer... Sol braisé, tout ça. Oui. C'est notre petite forêt qu'on a transportée ici, mais qui va nous permettre de nous rappeler l'Afrique des indépendances, parce que l'idée, je suis venu avec un groupe de musique qui ne va faire que de reprendre les grands classiques
de la musique africaine. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est un programme magnifique auquel vous êtes conviés et ça commence normalement ce soir aussi avec le concert des femmes, les musiques urbaines. Et puis demain, c'est la cérémonie officielle, la cérémonie d'ouverture de ce marché des arts et des spectacles d'Abidjan. Et nous avons voulu un matin bonheur recevoir donc notre ami Tony Méfé qui nous vient donc du Cameroun, de Ebolova. On salue tous ceux qui nous regardent de ce côté-ci, de ce beau pays qu'on aime, Cameroun. On aime bien le Cameroun. On va faire un matin bonheur là-bas un jour au Cameroun. On est beaucoup suivi. Cameroun est vraiment très suivi. Et on les aime beaucoup aussi, les Camerounais. On les salue toujours quand on en a l'occasion. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il faut venir au Massa en 2018? J'ai envie de dire ça comme ça. Vous auriez pu vous contenter de votre circuit Bantou avec tous les artistes que vous avez, mais vous venez au Massa. Vous connaissez beaucoup d'événements qui vont rassembler 2000 personnes du spectacle vivant, du théâtre, du conte, de l'humour, de la danse. En Afrique, c'est rare. Ça n'existe qu'ici. Pour ce qui est des arts de la scène, ça n'existe qu'ici. Nous, ça fait 2 ans qu'on prépare ça, quoi. Nous, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, c'est inscrit dans l'ADN de nos projets, quoi. On sait que quel que soit ce qui arrive, il faut qu'on soit là. C'est là qu'il faut être si vous voulez faire une belle saison artistique. 500 journalistes que vous n'avez pas besoin d'aller chercher, vous vous côtoyez tous les jours, des gens que vous ne voyez qu'à la télévision ou dont vous ne voyez les têtes que dans les magazines. Vous allez les côtoyer, vous allez pouvoir discuter autour d'un café. C'est ça qui est magique avec le Massa. C'est pour ça que plein de belles carrières ont commencé ici. Eh oui. Plein de belles carrières. Ne le dira jamais aussi. Abidjan, la plaque tournante. Voilà, beaucoup d'artistes ont pris leur envol ici. Est-ce qu'on peut les citer? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Mouri Kanté, Djanka Diabaté, tellement de grosses Manu Dibango, africaines d'aujourd'hui Lokwa Kanza, qui ont démarré leur carrière internationale sur le Massa. Que personne ne connaissait. C'est sur le Massa qu'elles ont fait leur rencontre. Et la difficulté aussi que certains jeunes groupes ont, c'est qu'ils ne sont pas patients. Par contre, travailler dans le réseau professionnel aspirant à l'international, c'est rencontrer quelqu'un au Massa, mais qui va programmer le spectacle dans 2 ans, parce que son festival, c'est une biennale. Et donc, vous allez travailler avec... vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire « Je suis super intéressé par votre projet ». 2 ans après, il vous programme, le projet n'existe plus. Donc, il faut pouvoir intégrer le long terme dans son processus de développement, savoir que ce n'est pas parce que j'ai discuté avec Tony Méfé aujourd'hui que ça va se faire. Mais voilà, je suis directeur de festival, je viens faire ma programmation sur le Massa, mais mon festival, il a lieu en 2019. Donc, le groupe que je rencontre aujourd'hui, c'est peut-être pour 2019 ou 2020 que je vais programmer et je vais suivre le développement de ce groupe pour confirmer la programmation. Mais vous avez des jeunes groupes... ça va juste passer à la télé. Et surtout, l'Afrique est très riche culturellement. Très, très riche. Mais les Africains ne s'intéressent pas à tout ça. Qu'est-ce qui provoque cela? Pourquoi? À quoi cela est dû? C'est notre nouveau discours. Il faut que nos gouvernements intègrent la culture comme un véritable levier de développement culturel. Tant que cela n'est pas fait, mais au sens administratif et juridique, parce que ce n'est pas simplement l'accompagnement financier, quoi. Il faut qu'on crée les mécanismes qui permettent aux artistes et à tous les intervenants de la chaîne de production de s'épanouir, de travailler dans de bonnes conditions. Regardez la piraterie, par exemple. Vous savez combien d'emplois la piraterie crée? Il y a tous les jours, vous trouvez des gens qui vendent des CD dans la rue, quoi. Ils vivent de ça. Il y a ceux qui font la gravure aussi. Voilà. Si il n'y avait pas... si on avait des mécanismes juridiques qui permettent de contrôler ce flux-là, cette activité-là, on pourrait dire, grâce aux artistes, ça a généré en termes d'impôts ça génère ça en termes d'emploi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on crée davantage, parce que chaque fois qu'on dit la culture, chaque fois qu'on parle de culture, on parle que d'argent. Non, il y a des préalables. Sur le plan administratif, sur le plan juridique, c'est quoi la réglementation? Qu'est-ce qui permet à tout le monde de s'épanouir et que le métier d'artiste soit reconnu? C'est quand même assez paradoxal. Nous vivons dans des pays où on sait qu'il y en a des grosses vedettes, tout le monde les invite partout, mais le métier d'artiste n'existe pas comme métier juridiquement dans la plupart des pays africains. C'est vrai. Et puis regardez, on a l'impression parfois qu'on est un artiste africain
il est pris au sérieux dans son pays seulement quand il éclate, quand il est à l'étranger. Et il y en a même qui sont très connus à l'étranger, mais pour faire un concert ici et remplir dignement un stade, c'est compliqué. C'est super paradoxal, ça. Voilà, c'est regrettable qu'en 21e siècle, on en soit encore à aborder ces problématiques. Nous allons intervenir. L'Organisation internationale de la francophonie organise un colloque sur la circulation des artistes dans le cadre du Massa. Mais ce sont ces problématiques-là que nous allons aborder. Mais ça fait 20 ans que moi je suis là, mais j'entendais déjà, on parlait de ça. 20 ans après, on est encore à faire des mêmes réflexions sur les mêmes sujets. Oh là là. Alors selon vous, c'est une volonté politique? C'est le minimum quoi, que nous on demande. Il faut qu'on arrête, de râler sur « ouais, nous avons besoin de fric ». Le fric, c'est important, mais le fric, on peut aller le chercher n'importe où, à condition qu'il y ait des mécanismes. Vous savez, il y a un texte de loi au Cameroun sur l'organisation de spectacles et le mécénat qui permet d'alléger, qui permet d'inciter les entreprises à participer à l'organisation des événements parce que la promotion qu'ils font est défiscalisée. C'est des petits mécanismes qui marchent super bien quand vous allez dans les pays en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud où on ne connaît pas la subvention comme dans l'espace francophone, quoi. Donc il y a une certaine incitation que l'État, des mécanismes que l'État a mis en place pour que les entreprises contribuent. Le texte, le décret d'application, il est sorti du Premier ministère en 2012. Jusqu'aujourd'hui, personne n'est au courant. Est-ce que vous vous rendez compte? Il suffit simplement que ça fonctionne. Ça fonctionne, le même texte. Il est là, il existe pour les footballeurs. Ils reçoivent 5 milliards de financement des sociétés de téléphonie mobile. Nous, on travaille dans le spectacle. On ne peut pas avoir accès à ça parce que les mecs ne sont pas au courant et surtout ne sont pas au courant des mécanismes qui permettent de défiscaliser leur implication dans l'organisation des événements. Mais c'est de ouf, quoi. Mais c'est ça qui fait les gros événements en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Kenya, en Ouganda. Ils ne cherchent pas les subventions. Ils ont des sponsors qui les cherchent. Mais qu'est-ce que vous faites pour que ces grandes entreprises-là aient l'information? Ce n'est pas à nous de le faire, c'est le travail du ministère de la Culture. Mais puisque c'est vous qui bénéficiez. Mais puisque ce n'est pas toujours fait. Oui, mais on est en Afrique, là. Ça veut dire quoi? Je veux dire que moi, je suis hyper remonté contre le ministère de la Culture, mais si c'est que vous êtes seul, ça devient votre combat. Je l'assume parce que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir dire ce que je pense. Ça, c'est important parce que j'accompagne, je fais des trucs. Je développe des projets au Cameroun où je ne demande rien au gouvernement camerounais. Moi, je n'ai même pas envie de leur demander du fric. Ce que je leur demande, c'est mettez-nous en place un environnement qui nous permette d'exister. Là, je viens avec 80 gamins du Cameroun, des journalistes. On n'a pas demandé un copec au ministère des Arts et de la Culture. Je n'ai même pas voulu qu'on y aille. Parce que ça ne sert à rien. Vous allez faire le pied de grue au ministère. 2 semaines après, on va vous dire « Ah ouais, le ministre vous aime beaucoup. Voilà 1 million. On est 80, les billets d'avion coûtent 420 000. » C'est pour combien de personnes? 2. Et on va vous dire de remercier. Donc la meilleure façon pour nous de dire « Il y en a marre », c'est de faire des choses en leur disant « On peut le faire sans vous. Si vous voulez le faire avec nous, ne nous donnez pas les miettes, quoi. Créez-nous un environnement administratif et juridique qui nous permet de développer nos activités pour que ça ait un impact sur l'économie de notre pays. Tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait. Donc, c'est un peu dans cette démarche qu'on s'inscrit. C'est très, très difficile parce qu'à côté, vous avez des gens qui ont beaucoup plus faim que nous, quoi. Et moi, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des manifestations qui ne, vraiment, entre guillemets, pas trop importantes, on va dire ça comme ça, mais qui ont tous les sponsors, qui ont toute l'attention de certaines autorités, alors que ce qui véhicule l'âme du pays, la culture du pays, à proprement parler, c'est négligé. Oui, mais je pense qu'il faut que nous aussi, vous savez, nous qui disons... Prenez un concours, on se déshabille, on aura au moins 15 sponsors. Mais quand nous qui travaillons dans ce qu'on appelle les musiques sérieuses, nous sommes aussi condescendants. Il faut savoir s'adapter. Qu'est-ce que les entreprises, elles attendent? Pourquoi est-ce qu'elles vont pour des manifestations que nous, on trouve bizarres? Il y a un discours, il y a une manière de vendre. Il faut pouvoir s'adapter aux exigences du marché. Mais nous, on est condescendants. Il faut qu'on fasse attention, c'est qui notre interlocuteur? Il a besoin de quoi? Est-ce qu'on peut s'adapter? Comment est-ce qu'on trouve le juste milieu entre ce qu'ils veulent? Et ça, il faut l'intégrer, quoi. Mais progressivement, c'est vrai,
on ne va pas vendre du tout venant pour pouvoir justifier d'un sponsoring. Mais je pense qu'on peut trouver le juste milieu pour avoir une vedette dans un projet qui travaille davantage sur le développement des jeunes artistes. Mais qu'est-ce que ces gens ils attendent? Moi, je le dis, les grosses vedettes africaines qui tournent sont tellement... Et les gros opérateurs qui dans notre milieu, qui voyagent tous les jours, on est un peu condescendant vis-à-vis dans certaines situations, quoi. Et malgré tout, vous êtes là, vous travaillez, vous tenez, c'est parce qu'il y a de l'espoir. Il y a... Beaucoup d'espoir. Non, mais quand vous voyez le travail que les gamins y font, et que vous savez que vous pouvez le porter, vous n'avez pas le droit de désespérer. Vous n'avez pas le droit de désespérer. Et vous savez, une carrière, ça dépend la rencontre. Surtout avec les mécènes en Europe et en Amérique. Moi, je vous ai dit, nous, on écrit notre petit projet, on est entre potes, et un matin, tu te réveilles, t'as qui au téléphone? Kadjanine. Ouais. Waouh! Hein? Belle conclusion. Merci beaucoup. Surtout que le Massa vise des mécènes américains. Voilà, il y a une grosse délégation américaine qui vient, qui est portée par mon ami Alex Boissel, qui parle beaucoup du Massa dans les milieux blacks aux États-Unis. Donc peut-être de futurs Grammy Awards, vraiment, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il faut saisir sa chance. Et ça se passe en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Le Massa, c'est à partir de samedi. Mais vendredi, déjà, ça commence. Énormément de délégations. Beaucoup de courage aux agents de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, j'imagine, qui ont du boulot, qui ont du boulot. Bon courage les gars, et puis surtout très très bon week-end. Mademoiselle Ndri, oui. Bon week-end à vous. Bon week-end à vous, monsieur Marcelin Govoy. On se retrouve lundi. Toujours avec le même plaisir. Toujours avec le même plaisir. Allez, ciao ciao, vive le Massa.